Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maya Sauvaget, j'ai 25 ans, je termine actuellement un master en économie sociale et solidaire et innovation sociale à Sciences Po Bordeaux. Pendant mes 5 années d'études, dès que j'ai croisé quelqu'un qui me demandait ce que je faisais dans la vie, il a fallu que je lui explique ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Ça m'a fait prendre conscience qu'on peut effectivement passer du lycée à son premier emploi sans jamais avoir entendu parler de SS. Je m'appelle Maya, j'ai 25 ans, j'aspire moi-même à une société plus juste et pourtant j'ai connu l'ESS par hasard. Nombreux sont les jeunes en demande de sens ou qui ne savent pas vers quoi se tourner. Les lycéens notamment, premiers concernés par les choix d'orientation scolaire et professionnelle, n'ont pas connaissance de cette économie. Donc malheureusement, ils ne peuvent pas construire leur projet d'avenir en ayant conscience de ces débouchés. Pourtant, la VIS, qui est une agence d'ingénierie pour développer l'ESS, a étudié qu'une fois qu'on présente aux jeunes cette économie, la plupart adhèrent à ses valeurs. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'AYAM, A-Y-A-M, dont le but est de montrer des actions concrètes réalisées par des jeunes sur YouTube et les réseaux sociaux dans un esprit à la fois informatif et divertissant pour donner de la visibilité à l'ESS, auprès de la jeunesse donc, mais même du grand public. AYAM apporte une réponse à 3 enjeux principaux. Le besoin d'assurer la relève de l'ESS, l'engagement des jeunes et l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis convaincue que l'ESS contribue à un monde plus juste en termes économiques, sociaux et écologiques. Ma solution, c'est d'utiliser les codes de l'influence pour encourager les jeunes à s'intéresser, agir, s'orienter ou entreprendre dans l'ESS et encourager les structures d'ESS à mener des opérations de communication plus ambitieuses. Pour cela, j'ai pour l'instant imaginé 4 formats de vidéos à réaliser pour la chaîne. D'abord, présente ton asso ou présente ton projet. Un jeune présente l'initiative solidaire qu'il porte ou l'association dans laquelle il s'implique. Ensuite, présente ton taf. Un jeune salarié de l'ESS nous explique pourquoi il s'épanouit professionnellement. Puis, bénévolat avec. On invite une personnalité appréciée par les jeunes à réaliser une mission de bénévolat pour une cause ou une association qui lui tient à cœur. Et enfin, le Meetup Utine, où il s'agit d'aller à la rencontre des abonnés en réalisant une action solidaire. Cette année, AYAM a été accompagné par 2 dispositifs, Pépite France et Start in ESS, qu'on remercie beaucoup. Cette première année a permis de fédérer une équipe. On est aujourd'hui 7 personnes à travailler bénévolement pour ce projet. On est très fiers d'avoir réalisé 3 premiers tournages. On a filmé 2 programmes de service civique d'unicité et un festival culinaire solidaire organisé par Hello Ernest. Si ce projet vous plaît, 3 moyens d'action pour nous soutenir. D'abord, on a encore besoin d'aide sur des aspects juridiques et financiers du projet. Ensuite, si vous faites partie d'une structure d'ESS ou que vous portez vous-même une initiative solidaire, on serait ravis d'échanger et de collaborer avec vous, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et enfin, je vous invite tous et toutes à me suivre sur le compte Instagram ayam.ytb d'ici le lancement de la chaîne pour suivre les avancées du projet. L'ESS, c'est de belles histoires, maintenant aux jeunes de les raconter et d'y prendre part. Koya, c'est la solution d'accompagnement à la transition écologique pour les particuliers. En France, 77% des personnes se sentent prêtes à passer à l'action en termes d'écologie, c'est-à-dire changer leurs habitudes du quotidien pour améliorer leur impact environnemental. 77%, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Alors pourquoi les personnes ont-elles du mal à passer à l'action ? Parce qu'il leur manque un accompagnement. C'est pour ça qu'on a créé Koya. Koya apporte 3 piliers essentiels de la transition écologique pour les individus. Tout d'abord, un apport de contenu, donc du contenu pédagogique, simple, validé par des experts et personnalisé. En deuxième, un accompagnement, c'est-à-dire la mise en place d'un outil de suivi des progrès avec une mesure d'impact régulière pour permettre à la personne de suivre durablement son évolution au cours de l'aventure. Le troisième élément, c'est la communauté, c'est-à-dire un rassemblement sous forme de petits groupes accompagnés par des mentors des différents membres de la communauté, donc pour créer justement cet environnement d'acteurs du changement qui va être propice à la transition écologique de chacun. Pour rendre tout cela ludique, nous mettons en place des principes de gamification, c'est-à-dire des systèmes qui vont rendre ça beaucoup plus amusant avec des petits jeux, des quiz et des challenges entre les différentes équipes.
Notre solution, elle se décline en 2 offres. Tout d'abord, une offre digitale qui va apporter l'intégralité de ces éléments sur notre plateforme. Et en deuxième, notre offre physique qui va reposer sur l'offre digitale à laquelle va s'ajouter à chaque étape, en mobilité douce, c'est-à-dire à vélo ou en transport en commun, la livraison d'un objet spécifique du quotidien qui va aider la personne à changer une habitude. Avec cet objet, qui peut être par exemple un calendrier des fruits et légumes de saison ou alors un seau à compost, on va apporter une fiche technique qui va donner toutes les informations de cet objet, que ce soit sur le fournisseur, sur la manière dont il a été produit et sur son impact aussi, c'est-à-dire les éléments d'analyse de cycle de vie de l'objet. Et avec cette fiche technique, on va aussi apporter du contenu en format papier pour que la personne puisse, d'étape en étape, effectuer sa transition écologique avec Koya. Est-ce que vous aussi, vous avez tellement de choses à faire que vous avez l'impression de ne jamais avancer ? Et quand on écrit un mémoire universitaire, c'est exactement ça qu'on ressent. Je m'appelle Nina et j'ai créé l'association MEMOP en 2019. Je me suis lancée dans ce projet parce que je me suis moi-même retrouvée à écrire 2 mémoires en 1 an, parce que j'étais mal organisée et parce que j'en voyais pas vraiment l'intérêt, à part le fait de valider mes 2 M2. Et puis, j'ai pris mon mémoire comme si c'était un projet professionnel, donc en me fixant des échéances, en listant des objectifs, et je me suis rendu compte que c'était faisable et que j'avançais plus sereinement. Et en faisant ça, j'ai aussi développé une méthode professionnelle que j'utilise jusqu'à aujourd'hui dans mon travail. Le but de l'association, c'est donc de rendre la recherche universitaire plus professionnelle et plus attractive. Et j'ai donc voulu transcrire cette méthode que je m'étais appliquée à moi-même quand j'ai écrit mes 2 mémoires pour pouvoir la partager à tous les étudiants, enfin un maximum d'étudiants. J'ai donc créé des ateliers et j'ai créé des outils gratuits aussi, un échéancier automatisé et une liste d'objectifs par étape du mémoire pour que les étudiants puissent eux aussi avancer plus sereinement dans la rédaction de leur mémoire et se rendre compte qu'ils sont en train de développer des compétences professionnelles. Dans l'association, on est 3. Il y a un responsable communication, un responsable partenariat et moi-même qui m'occupe du volet formation et des contenus de formation. Depuis notre création, on a accompagné à peu près 55 étudiants de 8 domaines de recherche différents. On a aussi été présent à la Semaine de la réussite à Paris 3 en 2019 et en 2020 et au Lab de la Faculté des Lettres à Sorbonne Université. On a aussi été présent à distanciel pendant le confinement. On a fait pas mal de permanences Skype pour que les étudiants puissent venir et poser leurs questions. On les a aussi aidés par échange de mails pour pouvoir avoir une vision un peu plus spécifique de leur mémoire en regardant leurs plans et leurs écrits. On est en train de mettre en place 3 partenariats avec des associations étudiantes pour mettre en place des ateliers dans différents masters. Dans le futur, on voudrait mettre en place plus de partenariats pour être présent dans plus d'universités. On a aussi pour projet de développer une application pour gérer son mémoire en mode projet. Pour l'instant, on en est à la phase de prototypage, donc on est en train de recueillir le plus de contenu possible auprès de différents étudiants de domaines de recherche différents pour qu'au final l'application soit la plus pertinente possible et convienne à un maximum d'étudiants. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'évolution de l'application mobile et pensez à adhérer pour soutenir l'association MEMOP. Par an, l'Europe rejette 325 000 tonnes de déchets plastiques dans les océans. 50% de ces déchets sont issus de la vente à emporter. Vous visualisez le 7e continent de plastique ? C'est ça. C'est notre paille de chez McDo. C'est notre assiette de Deliveroo. C'est notre bol chez le food truck. La vaisselle plastique, elle est partout. Et pourtant, on ne la voit plus. Alors bien sûr, il existe des alternatives qui sont présentées comme écologiques. Mais le sont-elles vraiment ? Par exemple, la vaisselle en carton qu'on voit de plus en plus inclut un film plastique. Impossible à recycler. Et je vous parle même pas de la vaisselle en bambou qui vient de l'autre bout de la planète. Et si finalement, le meilleur déchet serait celui qu'on ne crée pas ? Mangeons notre vaisselle dans ce cas-là. C'est pour ça que nous avons créé les premiers bols et assiettes comestibles français. C'est une solution 2 en 1. Ça remplace le pain de nos repas et ça fait office de contenant. Et à la fin, il n'y a plus rien puisqu'on le mange. Non content de réduire les déchets plastiques, nous avons aussi voulu incorporer une matière première très peu connue, la drèche. La drèche, ce sont les résidus de céréales utilisés pour faire la bière. En gros, le malt après brassage. Un brasseur de bière artisanale génère en moyenne 24 tonnes de drèche par an. Juste en Île-de-France, ça représente plus de 2000 tonnes. Les brasseurs ne savent pas quoi en faire
et souvent, ça finit à la poubelle. Et c'est dommage, parce que la drèche est riche en protéines végétales, en fibres et en acides aminés. Ce qui en fait un aliment très bon pour la santé humaine. Et en plus de ça, ça donne un super goût de crackers grillés à nos assiettes et à nos bols. Avec une pinte, nous avons 5 assiettes comestibles. Repensez au nombre de pintes que vous buvez et calculez le nombre d'assiettes que ça fait. Ça en fait des bonnes actions, hein. En fin de compte, on réduit les déchets non pas d'un, mais de 2 secteurs économiques. Concrètement, avec nos assiettes comestibles, on évite 13 grammes de plastique et on revalorise 30 grammes de drèche. Prenons maintenant un festival de musique avec 200 000 personnes. Et imaginons que ces 200 000 personnes consomment une assiette comestible. On éviterait ainsi 2,4 tonnes de déchets plastiques et on revaloriserait 6 tonnes de drèche. C'est pas mal, non ? Avec notre vaisselle comestible à base de drèche, nous créons un nouveau rituel lors des repas. Un rituel ludique, gourmand, sain pour vous et sain pour la planète. Peut-être avez-vous déjà conscience de l'ampleur des pénuries d'eau qui touchent les populations en stress hydrique dans le monde. Pour rappel, aujourd'hui de nombreuses associations pointent du doigt un assainissement largement insuffisant et un développement des maladies hydriques grandissant. D'après l'OMS, il est établi que 1/10 de la population mondiale n'aurait pas accès à une eau potable et que 2,5 milliards d'installations seraient largement insuffisantes pour assurer une stabilité qu'elle soit économique ou sanitaire. A l'inverse, Nayad s'inscrit entièrement dans cette démarche. Il permet à lui seul de préserver un foyer d'une eau impropre à la consommation et, dans certains cas, peut être facilement déployé lors de catastrophes naturelles. Nayad accompagne les populations vers une émancipation des contraintes quotidiennes qu'apporte une mauvaise gestion de l'eau. Il est conçu pour s'adapter à tout type de foyer. Le procédé garantit un assainissement entièrement décentralisé pour une eau saine et potable. Autonome et flexible, Nayad n'utilise pas de filtre, pas d'énergie fossile, pas d'électricité ni de produits chimiques. Il assure un fonctionnement accessible, exploitant les rayons lumineux pour un processus éprouvé au service de la population comme de l'environnement. Le concept est né en 2017 lors du concours Startup Weekend soutenu par Google, où il s'est vu desservir le meilleur prix du design et a terminé 3e au classement général. Suite à notre rencontre avec Victoria sur les planches des arts et métiers, autour d'un engagement fort pour le futur de l'humanité, nous avons parcouru certaines étapes essentielles à son développement. Grâce à des partenaires de confiance comme les arts et métiers, Neoma, Sorbonne Université ou le CESI, nous avons pu confronter le projet et envisager par la suite de le transformer en entreprise. Notre approche nouvelle et innovante du problème nous a permis de capter une audience envieuse de solutions durables. Ce qui nous a permis par la suite de développer un réseau actif, mobilisable lors des prochaines levées de fonds ou campagnes crowdfunding. N'oubliez pas, chaque source est une richesse. Notre purificateur en fait partie. Pénurie, maladies, inégalités et conflits, tout ça, Nayad y apporte des solutions. Vous aussi agissez avec nous pour que l'eau reste source de vie. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes tous parents d'un enfant autiste. Maintenant, je vais vous demander de visualiser le jeu pile ou face. Donc c'est assez simple, vous avez 50% de chance de faire pile et 50% de chance de faire face. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ce jeu-là ? Tout simplement parce que votre enfant a le même pourcentage de chances d'être scolarisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera scolarisé à plein temps. Du coup, comme un grand nombre de parents, vous partagez une même problématique. Votre enfant a du temps libre, ce qui signifie que vous allez devoir réaménager votre quotidien, mais aussi que vous pourrez mettre en place des prises en charge adaptées pour votre enfant. Imaginez, le professionnel vient chez vous de 14h à 16h. À 16h, il va pouvoir vous transmettre quelques conseils à la fin de la séance
et même des conseils sur des situations compliquées rencontrées à domicile, si vous le demandez. Après ça, le professionnel part. Vous vous retrouvez seul avec votre enfant et l'ensemble des problématiques du quotidien. À cet instant, il va être extrêmement difficile pour vous d'appliquer ces petits conseils. Je m'appelle Marion et mon projet s'appelle Neosme. Neosme, c'est une plateforme de streaming vidéo visant à aider les familles et les accompagnants de personnes autistes. Vous pourrez retrouver différents types de programmes. En premier lieu, il y aura les vidéos explicatives sur les spécificités de l'autisme. Vous pourrez retrouver aussi des vidéos expliquant les dernières recherches sur l'autisme. En deuxième lieu, vous retrouverez des vidéos sur les institutions, pour comprendre notamment les différentes solutions de scolarisation, pour savoir et prendre connaissance des différentes aides sociales et des démarches à faire, des différents instituts médico-éducatifs et psychologiques pouvant vous aider, mais aussi vous aurez des descriptions de l'ensemble des corps de métier pouvant intervenir. Le troisième type de programme, ça va être un programme très particulier, étant donné que ces vidéos proposeront une expérience en immersion. Vous serez plongé dans une problématique du quotidien. À la fin d'une première séquence, vous aurez différents choix. Vous réaliserez ce choix et ça enclenchera automatiquement une séquence qui découlera de votre choix. L'objectif, c'est que vous puissiez observer ce qu'il se passe avant, pendant votre choix et la conséquence qu'il y a. Et ainsi, comprendre les gestes qui entraînent certains comportements au quotidien avec vos enfants. Le dernier type de programme sera dédié aux dessins animés éducatifs. Ils seront spécialisés dans les spécificités de l'autisme. Les programmes seront notamment plus lents et les stimuli visuels seront orientés de façon à faciliter les apprentissages sociaux. Au final, Neosme, c'est un guide du quotidien. Mais pas que. Parce que Neosme, c'est une société qui s'engage à développer des contenus en fonction de la demande des parents. Parce que Neosme, c'est aussi la fiabilité, étant donné que les vidéos seront validées scientifiquement par un organisme extérieur. En somme, Neosme, c'est un allié du quotidien solide pour aider toute personne vivant ou accompagnant une personne autiste. Pour une majorité de la société, le puzzle est un jeu. Pour l'écrivain Gilles Le Gardinier, la vie est un puzzle dont on assemble les pièces chaque jour. Pour nous, il s'agit de la rencontre entre deux pièces. La pièce artistique d'un côté et la pièce sociale de l'autre. En somme, puzzle, c'est l'art d'être solidaire. En France, il existe près d'1,4 million d'associations. Plus de 2/3 d'entre elles ont un budget annuel inférieur à 7 500 €, ce qui limite forcément leur champ d'action. On observe donc qu'aujourd'hui, de nombreux projets d'utilité sociale et environnementale souffrent d'un manque de financement, mais également de visibilité. Nombreux jeunes de notre génération sont confrontés à un monde bien trop éloigné des enjeux sociaux et environnementaux leur tenant à cœur. On a donc décidé de fonder l'association Puzzle, qui veut faire de l'art et de la culture un des piliers de l'économie sociale et solidaire. Notre mission crée un impact positif grâce à la consommation artistique et culturelle. Pour cela, nous avons développé un business model plus social, nous permettant de reverser une partie de nos recettes aux projets que nous soutenons. Dans cette optique, notre projet se construit autour de 3 pôles. Un pôle événementiel. À titre d'exemple, on organise un événement pluridisciplinaire une fois par an, au cours duquel vous pourrez retrouver concerts et DJ sets, conférences et projections de courts-métrages, ateliers créatifs et expositions, et même un pop-up vestimentaire. On en vient donc à notre deuxième pôle d'activité, axé lui sur la mode. Et enfin, un pôle artistique au sein duquel on développe en collaboration avec des artistes des œuvres d'art. Parce que Paris est une ville d'art, de mode et d'événementiel. Et parce que Paris souhaite se positionner dans l'optique des Jeux Olympiques 2024 comme une ville pionnière de l'économie sociale et solidaire, on a décidé de poser la première pièce de notre puzzle à Paris. D'ailleurs, saviez-vous que le puzzle a été inventé en 1766 par un cartographe britannique dénommé John Spilsbury. L'art et la solidarité n'ayant pas de frontières, on a décidé de faire grandir ce puzzle en France et à l'international. Pour nous soutenir, c'est assez simple. Rejoignez nos réseaux sociaux, participez à nos événements. Si vous souhaitez, comme nous, mêler l'utile à
à l'agréable, rejoignez-nous et apportez vous aussi votre pièce au puzzle. Le projet que je vais vous présenter, Reflet, part d'un triple constat en droit du travail. Premièrement, depuis 2016-2017, il y a eu un nouveau contexte juridique. Ça se traduit de façon assez simple. Depuis cette période-là, on constate chaque année qu'il y a environ 15 000 accords qui sont négociés et publiés. Un accord d'entreprise, maintenant, peut déroger aux normes conventionnelles de branche et à la loi. Le deuxième élément de constat, c'est que les personnes qui ont besoin de manière quotidienne ou plus ponctuelle de consulter des accords d'entreprise et de s'informer autour d'eux, ont du mal à le faire. Je pense ici aux délégués syndicaux, aux salariés, aux délégués du personnel ou aux services RH. Le troisième élément de constat, c'est que effectuer une étude de marché autour des accords d'entreprise reste difficile et long. Savoir ce qui se fait en télétravail en ce moment, dans un endroit déterminé et un type d'entreprise, ça prend 8 heures pour un spécialiste. Le problème qui s'est dégagé donc pour Reflet est un problème, somme toute, assez classique d'accessibilité du droit, c'est-à-dire que l'information concernant les accords d'entreprise n'est pas assez transparente, n'est pas assez lisible et n'est pas assez intelligible, parce qu'elle est dispersée en plusieurs bases de données. Dans ce contexte, ce qu'essaie de faire Reflet, c'est d'unifier et de consolider ces bases et de proposer un portail de consultation d'accords d'entreprise afin que l'ensemble des accords d'entreprise qui sont négociés soient accessibles en quelques clics, via une recherche multicritère. L'idée, c'est aussi, en marge de ces accords, d'offrir toujours un contexte, de les contextualiser en donnant des données économiques et sociales, par exemple le chiffre d'affaires des entreprises, l'évolution de l'effectif salarial, l'évolution des bénéfices. Mais l'idée de Reflet, elle n'est pas seulement là, elle n'est pas seulement dans offrir de manière transparente une information qu'on trouve de manière dispersée, elle est aussi de prendre à cœur ce thème qui est l'accessibilité du droit, en offrant une base qui soit gratuite et accessible à tous et toutes. L'idée, c'est de fédérer des acteurs et des actrices du milieu du droit du travail afin de constituer un pot commun qui nous permette de construire cette base de façon permanente et gratuite. En une phrase, l'idée de Reflet, c'est que les accords d'entreprise soient aussi faciles d'accès aujourd'hui que les articles du Code pénal sur Internet. Aujourd'hui, Reflet en est à une phase de construction de son test, donc on vous invite à nous contacter si vous voulez tester notre outil, afin d'échanger et de voir où Reflet va nous mener. Quand j'étais petite, on m'a diagnostiquée myope. J'ai toujours été passionnée par la culture, l'art, la mode. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu travailler dans le textile et l'artisanat. Mais chaque année, je perdais un peu plus de ma vue. Alors en grandissant, je me suis posé la question, si nous éteignions la lumière, que reste-t-il de notre patrimoine culturel ? Il faut savoir que 80% des informations captées par le cerveau sont visuelles. À l'ère du numérique, le sens du toucher est trop rarement sollicité alors que c'est le premier sens à se développer chez le fœtus. Il n'existe pas, ou peu, à l'heure actuelle, d'outils de médiation culturelle adaptés à la peinture moderne, permettant de ressentir l'émotion de l'œuvre, l'intention du peintre et accessible aux personnes avec une déficience visuelle. Pour y remédier, l'association Rouge au toucher crée un ensemble d'outils sensoriels permettant la compréhension et l'interprétation d'une œuvre. Ces outils prennent la forme d'interprétations tactiles réalisées en broderie, d'un accompagnement sonore et d'un documentaire web. Concrètement, nous imaginons un parcours adapté et repensons la signalétique du lieu en collaboration avec le musée. Nous vivons une époque particulière où le toucher est prohibé, les interactions limitées et l'accessibilité à la culture mise à rude épreuve. Le clivage entre valides et non valides est davantage creusé, les inégalités augmentent et de moins en moins de musées sont accessibles aux personnes atteintes de déficience visuelle. Nous aurions pu alors laisser tomber, mais nous avons décidé de ne pas s'avouer vaincus. Le nombre de visiteurs dans les musées a considérablement chuté. Cet événement est pour nous alors une réelle opportunité afin de repenser la visite au musée comme une nouvelle expérience artistique et immersive, tout en prenant en compte les nouvelles normes sanitaires. Le dispositif va dynamiser la visite culturelle en proposant une approche plus ludique, plus pédagogique, plus interactive et surtout plus accessible. Le projet Rouge au toucher
participera non seulement à la propagation de la culture auprès des personnes atteintes de cécité, mais aussi d'un très large public. Nous avons pris le parti de travailler majoritairement avec des œuvres d'art moderne. En effet, il existe déjà des outils adaptés permettant de retranscrire une œuvre d'art classique et académique, mais souvent le spectateur sent l'outil tactile, mais ne ressent pas l'œuvre. Le travail que nous effectuons se base sur l'appréhension et la compréhension des formes et des couleurs. Mon hypersensibilité me permet d'expérimenter la synesthésie, et en étudiant l'œuvre et le travail du peintre, nous proposons une interprétation la plus fidèle qui soit à l'œuvre originale. Nous nous engageons également à inscrire le projet dans une démarche d'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi nous avons choisi la forme associative la plus adaptée pour le projet. De plus, toutes les productions artisanales sont réalisées en France. Pour faire simple, Rouge au toucher propose une nouvelle expérience artistique destinée aux personnes non et malvoyantes, mais s'adresse avant tout à un public curieux et désireux de découvrir de nouvelles sensations. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 touche le monde entier et en particulier l'Afrique. Au Cameroun, pays dont je suis originaire, elle touche tous les secteurs d'activité comme en France, et en particulier celui de l'éducation. Ce sont plus de 12 millions d'élèves qui sont confinés depuis le mois de mars suite à la fermeture des écoles. Écoles qui, pour la plupart, n'auront jamais rouvert leurs portes. Ces élèves confinés à la maison vont devoir se former tout seuls avec les moyens du bord. Alors on pourrait imaginer comme en France, une continuité pédagogique avec des livres et des cours en ligne. Mais hélas, au Cameroun, seul un élève sur 12 dispose d'un manuel scolaire et seulement 30% de la population a accès à Internet. Que pourrait être la solution? School. School, c'est des ressources éducatives regroupées et stockées dans des cartes SD. Ces cartes SD vendues au prix d'un livre permettront à des élèves via leur smartphone d'accéder à des livres, des cours, des QCM et des exercices corrigés qui leur permettront de se former à la maison. Depuis 2019, grâce à nos partenaires Bibliothèques sans frontières, Ubongo, Kajou, nous avons développé tout le programme de mathématiques du primaire au secondaire qui seront disponibles via notre app dès le mois de novembre au Cameroun. Mais ces enfants ont besoin de beaucoup plus que des mathématiques. Ils ont aussi besoin d'apprendre les langues, les sciences naturelles, l'histoire et la géographie. Alors c'est pour cela qu'avec notre partenaire Lita.co, nous prévoyons de faire une levée de fonds en début d'année 2021 pour financer beaucoup plus de contenu. Vous voulez nous rejoindre? Vous voulez participer à rendre une éducation de qualité accessible à tous? Rejoignez-nous sur School. Oh. Si je vous demandais de choisir entre un voyage à Bali et un voyage en France, vous choisiriez probablement le plus exotique. Et ça, comme de nombreux Français qui prennent l'avion pour voyager. J'ai appris il y a quelque temps qu'une semaine de vacances à Bali polluait autant qu'une année de vie en France. Pourtant, ici, on a des paysages magnifiques et des petits coins de paradis qui sont tout aussi dépaysants que les plages de Bali. C'est pour lutter contre cet impact environnemental du tourisme que nous avons créé Slowbreak. Notre ambition est de promouvoir une nouvelle norme de voyage, une norme de voyage centrée sur l'environnement et l'humain. Pour ça, nous proposons des week-ends à destination mystère en France et en train. Pour partir en Slowbreak, c'est très simple. Vous renseignez dans un questionnaire vos dates de week-end, vos envies et les lieux que vous connaissez déjà. Slowbreak choisit alors votre destination et vous choisissez votre hébergement et vos activités parmi une sélection. À chaque étape, on vous détaille les prestations et les prix, ce qui vous permet de mieux maîtriser votre budget et de choisir un hébergement et une activité qui correspond à vos envies. Pour ce qui est de la destination, on vous la dévoile le jour du départ, 30 minutes avant le départ du train. À ce moment-là, vous allez recevoir vos billets de train et le guide de votre week-end. Dans ce guide, vous aurez toutes les informations sur votre destination, votre hébergement et vos activités. Et c'est important aussi, des bonnes adresses pour manger ou boire un verre. L'avantage de Slowbreak, c'est de ne pas avoir à se soucier de l'organisation et de découvrir une destination à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé pour votre week-end.
Faire un slow break, c'est aussi limiter son empreinte sur l'environnement et participer au développement des territoires. Car nos week-ends sont construits en collaboration avec les acteurs locaux, en prenant en compte cette empreinte environnementale. Nous proposons des hébergements et des activités qui sont respectueuses de l'environnement, et aussi des rencontres avec les habitants. Cet été, il y a une dizaine de personnes qui ont testé notre concept de week-end mystère, et on est très fiers de pouvoir dire qu'ils ont tous été très satisfaits. Mais surtout, ils nous ont fait des super retours. Des retours qui nous ont permis de nous améliorer et d'améliorer notre produit pour aujourd'hui pouvoir commercialiser ces week-ends. Si vous souhaitez partir à l'aventure le temps d'un week-end vers une destination mystère, rendez-vous sur slowbreak.fr et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de vous envoler pour voyager. Je m'appelle Ariane et il y a quelques mois de cela, j'ai cofondé SmartVrac avec Guillaume. Ce projet, on l'a créé en fait parce qu'on avait envie de réinventer complètement la distribution et la logistique du vrac qui est très mal fichue aujourd'hui. Pour ça, on a imaginé un système de distribution intelligent qui permet en fait au consommateur de connaître en live ses données de poids et de prix quand il est en train de se servir pour éviter d'avoir de mauvaises surprises une fois arrivé en caisse. Il a instantanément un ticket code barre qui s'imprime à poser sur le contenant qui lui permet un passage en caisse instantané. Et donc ça évite d'avoir à tarer ses contenants et à faire la pesée des produits. Ça incite notamment les consommateurs à utiliser leurs propres contenants. Sur l'étiquette, le consommateur retrouve a posteriori un QR code qui lui permet de retrouver toutes les informations liées aux produits achetés. Mais en fait, on a voulu aller plus loin que ça avec Guillaume parce qu'on a réalisé en fait que les commerçants étaient confrontés à de nombreuses galères aussi avec le vrac et que c'était pour cette raison que ça restait très niche finalement, que peu de commerces étaient équipés de rayons vrac. Pour ça, on s'est associé avec une entreprise partenaire spécialisée dans la logistique du vrac qui travaille déjà avec de nombreux acteurs de la grande distribution comme Franprix, Monoprix, Naturalia, Biocop. Ils ont mis récemment au point un système de silos carton préconditionnés en produits directement chez le fournisseur. Donc ça résout les problèmes d'hygiène, de logistique, etc. On met au point, nous, un module intelligent sur lequel vient s'adapter ce fameux silo carton. Je dirais qu'on a vu juste dans le sens où beaucoup de nombreuses marques commencent à travailler avec précisément ce système de carton. On équipe notre premier magasin Franprix début novembre en vendant en avant-première des produits des marques comme Panzani, Uncle Ben's, Benenut, Sebli, etc. Donc voilà, retrouvez-nous en novembre à Paris chez Franprix. Nous avons hâte de vous montrer tout ça. Le premier déchet mondial est le mégot. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. 30 milliards de mégots sont jetés dans la nature chaque année en France. C'est un vrai fléau pour l'environnement, mais aussi pour les festivals qui sont impuissants et submergés face à l'amas de mégots jetés partout et n'importe où et abandonnés à chaque fin de festival. Partant de ce constat, on s'est demandé comment faire en sorte que les festivaliers jettent leurs mégots de la bonne manière afin de réduire leur impact environnemental. La solution, c'est WeCan, une solution clé en main pour lutter contre les mégots dans les événements en extérieur. Notre offre se décline en 3 axes. De la collecte, avec des bornes conçues sur le principe de l'upcycling à base de matériaux de réusage et qui sont déployés dans le festival ou dans l'événement en plein air, et des cendriers portatifs distribués aux festivaliers en échange d'une consigne. Le deuxième axe est la sensibilisation, dans l'objectif de faire prendre conscience aux festivaliers qu'un petit geste peut faire la différence en animant des stands de sensibilisation, des jeux, tout ça en co-création avec le festival. Et enfin du recyclage, car tous les mégots collectés sont envoyés chez nos partenaires qui leur offrent une seconde vie. Donc ils peuvent devenir à la fois des doudounes, du matériel urbain, des bancs, enfin plein de choses. Les possibilités sont multiples. Nous devions tester notre solution en festival cet été 2020, mais comme vous le savez, la crise sanitaire est venue bouleverser nos plans. Nous avons donc dû revoir nos priorités et nous poser pour repenser notre solution et la manière de tester. Nous avons été rejoints par une nouvelle personne, Léa, qui va nous accompagner sur tout ce qui est partie conception et UX, donc apporter un regard nouveau sur la conception des bornes et de notre MVP, qui est la prochaine grande étape pour WeCan. Aujourd'hui, nous sommes prêtes à nous relancer,
avec des festivals, mais aussi d'autres partenaires, des événements en extérieur comme des parcs de loisirs, des stations de ski, etc. Mais nous avons aussi tissé des liens avec des universités, des entreprises. Donc le champ des possibles est aujourd'hui assez vaste. Nous croyons en notre projet et nous espérons, après cette présentation, que vous aussi, vous croyez en nous. Ensemble, we can do better!